Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, exceptionnellement, deux invités. Olivier Lecourt, grand maison, universitaire français, politologue, maître de conférences en sciences politiques. En ce moment, il travaille sur les formes de l'esclavage dans les colonies françaises après l'abolition de l'esclavage. Et puis notre deuxième invité, Louis-Georges Tin, président du Conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, que vous connaissez, et fondateur de l'European Reparation Commission, voilà, et il fait campagne pour les réparations liées à l'esclavage et la colonisation. On en parle bien sûr ce soir. Ce sont nos deux invités du journal. On se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Font de notre Guyane un pays, une région civilisée. Nous avons besoin de leur avis. La scène politique guyanaise se rajeunit. Ce matin, l'UMP a présenté leur nouveau syndicat de la jeunesse guyanaise, les Républicains de Guyane. Pour le parti, la présence de ce mouvement national est essentielle sur le département afin de toucher les jeunes de la région. Notre rôle au sein de la jeunesse guyanaise, ce sera notre avenir, avant tout. Nous sommes là pour prendre le relais de nos parents, pour prendre le relais économique, et tout passera par nous, les jeunes. Donc il est très important de donner la parole aux jeunes pour faire la société de demain. Bien sûr, nous nous intéressons à l'ensemble des jeunes guyanais sur le territoire et nous aurons bientôt la mise en place d'un représentant des jeunes républicains à Maripasoula, à Papaïcheton, à Saint-Laurent-du-Maroni. Et nous espérons, dans cette continuité, de pouvoir dynamiser justement les jeunes républicains en installant des chargés de mission sur l'ensemble du territoire guyanais. Les jeunes républicains sont présents dans tous les départements français. Ils espèrent répondre aux demandes de la jeunesse locale en créant par exemple un syndicat des étudiants, l'UNI, l'Union nationale interuniversitaire, afin de permettre les remontées et avis politiques de la population locale. Quand même, mon regard reste assez mitigé puisque, en tant que représentant d'un collectif, je souhaiterais quand même que tous les jeunes comprennent qu'il faut qu'on se réunisse tous et qu'on ne défende pas forcément un parti politique, une idéologie politique. Il faut d'abord mettre avant tout vraiment les véritables problèmes de la jeunesse, c'est-à-dire le chômage, l'emploi, etc. Les jeunes républicains devraient, au courant de cet été, dévoiler leurs programmes et actions au grand public. L'INSEE dresse le profil des entreprises du secteur privé de Guyane qui ont bénéficié des aides publiques à l'emploi. Le commerce est l'un des secteurs qui capte le plus d'aides. Un tiers des entreprises bénéficiaires d'aide au financement et un quart des bénéficiaires d'aide à l'emploi œuvrant dans ce secteur. Il y avait plusieurs dispositifs d'aide qui étaient étudiés. Et globalement, ce qu'on retient, c'est que les entreprises qui ont bénéficié d'aide sont plus jeunes que les autres entreprises régionales. Elles ont en moyenne plus de salariés. Elles sont plus souvent des sociétés commerciales et un peu moins souvent des entrepreneurs individuels. Et elles sont souvent pour les aides d'accès à l'emploi et les aides au financement des entreprises du secteur du commerce ou de l'hébergement à la restauration. Et pour les aides directes, donc les aides européennes comme le FEDER, le FSE, sont plus souvent des entreprises de production du domaine de l'industrie. Une étude en 2 temps. Cette première partie qui dresse le profil des entreprises aidées viendra ensuite un volet consacré à la mesure de l'impact direct des aides sur l'emploi au sein de ces entreprises. Il s'agissait de répondre à une triple exigence. Premièrement, évaluer l'efficacité des subventions accordées aux entreprises pour rendre compte finalement auprès de la population guyanaise de leur impact et particulièrement en termes d'emploi. Deuxièmement, avoir toujours à l'esprit cet impératif qui est de lutter contre le chômage, de favoriser l'emploi, le développement économique endogène et notamment l'emploi des jeunes. Eh bien, comment les subventions qui sont accordées, fonds européens, fonds d'État, mécanismes d'aide divers et variés peuvent y contribuer. Et enfin, tirer les leçons de l'utilisation de tous les fonds sur la période 2007-2013 pour se projeter dans l'avenir sur la nouvelle génération de fonds européens, le nouveau futur contrat de plan sur la période 2015-2020. On peut y aller ? C'est
C'est un acte symbolique. À Kourou, ce matin, un baobab a été planté sur l'avenue de France en face du régiment d'infanterie. Cet arbre a été rapporté par Patrice Massiel, un skipper qui a participé à l'édition 2014 de Ram Guyane. Et c'est à Dakar, ville de départ de la traversée de la transatlantique, qu'il a pris ce baobab suite à une demande un peu particulière. Le projet, je l'avais eu avec Charles Bergère de Siamari. Et puis j'ai perdu le contact de Charles quand il est parti au Sénégal. Et finalement, Patrice, je l'ai rencontré par hasard lors de tournoi de football. Et puis on a discuté de traverser l'Atlantique et je lui ai dit mais attends, tu es fou ou quoi? Il m'a dit si, je vais le faire. J'ai écouté, j'ai une idée, hein, tu me ramènes un baobab du Sénégal. Et puis la boucle sera bouclée. Patrice Massiel a transporté dans son bateau le baobab durant plus de 80 jours. Appelé arbre à palabre au Sénégal, ce baobab a été planté la veille de la commémoration de l'esclavage pour une bonne raison. Cet arbre représente énormément pour moi, c'est un rappel historique à nos ancêtres. Ram Guyane, c'est l'itinéraire de la route des esclaves, donc il était important pour moi aujourd'hui de commémorer la veille. Justement, c'est pour ça qu'on a attendu autant de temps qu'il se régénère le baobab. Voilà, pour rendre hommage, pour que les gens se rappellent qu'un jour il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé et que jamais plus ça doit se reproduire et qu'on doit tout simplement tirer les enseignements du passé pour rebondir, pour faire que notre jeunesse aille de l'avant. Voilà, tout simplement. Cet arbre serait également une invitation à la rencontre et aux échanges. C'est pourquoi Patrice Massiel n'en a pas ramené qu'un seul de Dakar. Il se rendra en novembre prochain à Macapa, lieu de ses origines, pour planter un second baobab lors d'une occasion toute particulière, le jour de la commémoration de la conscience noire. De retour sur le plateau du journal avec nos deux invités. Ils sont avec nous, Olivier Lecourt, Grand Maison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes universitaire français, politologue, maître de conférences en sciences politiques. Et puis Louis Georgetin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil représentatif des associations noires de France, le CRAN, que tout le monde connaît bien sûr, et fondateur de European Reparation Commission. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est exactement ça, avec l'accent. Pourquoi en anglais? Parce que c'est international et du coup, la langue de l'international, c'est souvent l'anglais. Nous sommes entièrement d'accord. Alors, Olivier Lecourt, Grand Maison, vous travaillez en ce moment sur les formes de l'esclavage dans les colonies françaises après l'abolition de l'esclavage. Dites-nous pourquoi vous travaillez sur ce domaine en particulier pour dire qu'après l'esclavage, l'esclavage continue? Trop souvent, après l'abolition de l'esclavage. Après l'abolition de l'esclavage, en effet, en 1848, trop souvent on croit que les formes de travail servile ont disparu définitivement des colonies françaises. En fait, il n'en est rien, puisque au fur et à mesure de l'expansion coloniale de la Troisième République, et notamment en Afrique occidentale française, deux formes d'exploitation vont être l'une maintenue, l'autre importée, si je puis dire. La forme maintenue, c'est l'esclavage domestique ou l'esclavage dit de case. Les autorités coloniales françaises exploitant directement ou indirectement ces esclavages de case, et l'autre forme particulièrement meurtrière de travail qui va être imposée dans ces colonies pareillement, et le travail forcé, en précisant, c'est tout à fait important de le dire, que ce travail forcé n'est pas imposé à des hommes et des femmes qui auraient commis un crime ou un délit particulièrement grave, et le travail forcé comme peine qui viendrait s'ajouter à une peine privative de liberté, il s'agit au contraire d'un travail forcé imposé à l'ensemble des populations civiles et qui a fait dans certains cas des ravages extrêmement importants auprès des populations concernées. On y revient d'ici quelques minutes. Et puis, quant à vous, Louis Georgetin, vous faites campagne pour les réparations liées à l'esclavage et à la colonisation, c'est-à-dire? En fait, nous estimons que tout crime nécessite qu'il y ait justice, et la justice va avec la réparation. On se rappelle que la loi Taubira, nous sommes ici en Guyane, et la loi Taubira comportait au départ un article sur les réparations qui avait été écarté en commission des lois. Donc il s'agit d'aller jusqu'au bout de la démarche qui avait été initiée par Madame Taubira, non seulement en France, mais aussi au niveau international. Et c'est un débat international qui aujourd'hui, qui se déploie aux États-Unis, dans l'Union africaine, dans la Caraïbe, et les chefs d'État de la Caraïbe, de la CARICOM, pour être précis, ont demandé réparation à l'unanimité il y a 2 ans. Voilà, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. C'est un message, c'est un signe. Ah, c'est plus que signe, effectivement. C'est une révolution au niveau des Nations Unies. Et donc, nous aussi, nous travaillons sur ce sujet. Cela gêne qui lorsqu'on parle de réparation? Ça gêne toujours des gens.
Ça gêne qui et pourquoi? Forcément. Eh bien, il y a ceux qui se sentent concernés, non sans raison. Il y a les États, les puissances coloniales d'antan. Il y a des entreprises. Il y a des familles. Nous avons attaqué la famille Seyer récemment, parce que M. Seyer, le fondateur du MEDEF, par exemple, eh bien, sa fortune est issue de l'esclavage en bonne partie. La Banque de France, par exemple. La Banque de France, eh bien, son capital initial est en bonne partie issu de l'esclavage. Donc ça, forcément, ça ne fait pas plaisir à tout le monde quand on le dit, et surtout quand on demande justice. On va y revenir aussi, bien sûr. Vous voyez, tous ces sujets très intéressants. L'occasion, bien sûr, de vous écouter en conférence. On va donner les horaires pour ce soir et demain, d'ici quelques minutes. Vous parliez de travail forcé, Olivier Lecourt, Grand Maison. Donnez-nous un exemple. Et notamment, la Guyane a bien connu ça aussi. Alors la Guyane a bien connu ça. L'exemple le plus célèbre à la fin des années 20, au début des années 1930, est la construction de la ligne de chemin de fer destinée à relier la capitale du Congo français, Brazzaville, à Pointe-Noire, afin de faire de Pointe-Noire un port important sur la côte atlantique et de permettre l'exportation des denrées coloniales. Cette construction de ligne de chemin de fer est confiée à une société qui s'appelle la Société des Batignolles. Les 140 premiers kilomètres de la construction de cette ligne de chemin de fer ont coûté la vie à 17 000 indigènes. Et par ailleurs, le ministre des colonies de l'époque, devant une commission spéciale de la Chambre des députés, donnera le chiffre suivant en matière de taux de mortalité dans les camps de travail qui suivent la construction de la ligne, 58% à la fin des années 1920, au début des années 1930. Donc des formes d'exploitation extrêmement meurtrières qui, pour les populations locales, ont eu des effets absolument désastreux. Et puis, s'il faut revenir sur les réparations, on parle de 4 procès sur les réparations. Quels sont ces procès? Redites-nous. Alors, je vais aller vite. Le premier, c'est sur l'affaire d'Haïti. Le second, sur le Congo océan, dont Olivier Lecourt Grand Maison vient de parler. Le troisième, sur l'affaire de Tiaroy au Sénégal. Le quatrième, sur l'affaire Seyer. Mais le premier, pour ne parler que de celui-là, c'est la rançon que Haïti a dû payer à la France. Il faut savoir que Haïti est devenue une république libre et indépendante, indépendante aussi de la France, et donc sans esclavage en 1804. Mais les colons français ne l'entendaient pas de cette oreille et ont exigé des réparations à l'envers. Et du coup, Haïti a dû payer à la France l'équivalent de 21 milliards de dollars d'aujourd'hui, de 1825 à 1946. J'ai bien dit 1946. Tout à fait. Et donc, vous voyez que la victime de crimes contre l'humanité a payé des réparations aux bourreaux, et nous avons fait un procès pour demander que la France restitue cet argent au peuple haïtien. Alors, M. Hollande s'y était engagé effectivement lorsqu'il se trouvait en Guadeloupe lors de l'inauguration du Memorial Act, et puis 4 heures plus tard, reculade, et il a dit finalement que c'était une réparation morale qu'il allait faire et non pas une réparation financière. Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. En tout cas, nous continuons la bataille. D'accord, très bien. Si je vous dis SPI Batignolles, la compagnie SPI Batignolles, ça vous parle comment ? SPI Batignolles, ça me parle, comme on dit aujourd'hui pour employer cette expression, puisqu'en effet, ce très grand groupe du BTP français, SPI Batignolles, est l'héritier à la fois juridique et matériel de la société de construction des Batignolles, laquelle a été missionnée par les autorités coloniales dans les années 1920 pour construire cette ligne de chemin de fer, sachant que cette société a agi dans de très nombreux territoires de l'Empire français. D'où, étant donné les ravages provoqués par la construction de cette ligne de chemin de fer, une action engagée effectivement en justice par le CRAN contre SPI Batignolles aujourd'hui pour obtenir à la fois la reconnaissance de ce qui a été perpétré et d'autre part, évidemment, des réparations pour les victimes et plutôt éventuellement pour leurs descendants. Comment la France vit-elle ces réparations-là également ? Est-ce qu'elle est à l'aise ? Alors on parle du gouvernement, mais dans la population française en elle-même. Je vous pose la question à vous deux. Alors, M. Hollande n'est pas très à l'aise. On a vu qu'il a dit une chose et son contraire. Je dirais que dans l'outre-mer, nous avons fait un sondage IFOP qui montre que 63% des Domiens sont favorables aux réparations. Alors, il est évident que dans l'Hexagone, le chiffre serait beaucoup plus bas. Cela dit, nous avions quand même reçu le soutien du Parti communiste, des Verts, du syndicat de la magistrature, ce qui est important puisque nous parlons de justice, de la CGT et de pas mal d'intellectuels. Et aujourd'hui, je crois que c'est une cause qui avance énormément parce que on comprend en France que, au fond, c'est une question banale pour des crimes qui ne le sont pas. Et donc, refuser la justice... Certains voudraient banaliser tout cela. Mais en tout cas, on ne peut pas refuser la justice. Après, on peut discuter des modalités. Et en effet, nous avons mis sur la table toutes sortes de propositions.
la rançon doit être restituée à Haïti, c'est de l'argent. Le musée de l'esclavage, il faut le faire. Il faut évidemment une réforme agraire dans les départements d'outre-mer. On peut imaginer aussi qu'il y ait une espèce de 1% réparation pour toutes les entreprises qui ont bénéficié de l'esclavage, et ça pourrait financer des actions sociales, culturelles, pour toutes les personnes issues de ces populations. Donc on peut discuter des modalités, mais ce dont on ne peut pas discuter, je crois, c'est le principe même de la réparation. Autrement, on nie complètement l'idée même qu'il puisse y avoir une justice dans ce pays. Et pour vous, comment vous sentez la population française sur les travaux? Alors ça dépend des sujets et ça dépend aussi du type de réparation. Il y a des réparations financières, il y a dans d'autres cas des réparations, disons, politico-symboliques qui sont demandées. Je pense, alors la question de la loi Taubira, ou la loi Taubira elle-même est une forme de réparation. Déjà la reconnaissance que l'esclavage a été un crime contre l'humanité. Dans d'autres domaines et en ce qui concerne d'autres crimes coloniaux, je pense au massacre du 17 octobre 1961, au massacre du 8 mai 1945 en Algérie. Là aussi, il a encore, les choses progressent puisque des appels ont été lancés et ont été signés par de très nombreuses organisations syndicales, de très nombreux partis politiques et associations. Et donc, en matière, là, je parle de réparation politico-symbolique, les choses progressent et je crois que le décalage est plutôt entre des élus locaux et l'État. Et en ce qui concerne l'État, effectivement, dans certains cas, il y a de très nombreuses réticences. Il faut rappeler que sur ce point, la France est notoirement en retard par rapport aux autres puissances coloniales, ex-puissances coloniales, faut-il le préciser, qui dans certains cas ont reconnu, et sur le plan politique et symbolique, et dans d'autres cas, ont effectivement accordé des compensations financières. Alors, vous avez écrit des livres, bien sûr, notamment « Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire ». Édition Stock. Pour vous, Louis Georgetin, dites-nous. Oui, c'est un essai historique et théorique sur la question des réparations. Il se trouve qu'il n'y avait pas de livre en France sur ce sujet, donc j'ai essayé de répondre aux questions qu'on se pose. Donc c'est une histoire de la réparation en France et aux États-Unis, et puis une réflexion plus théorique sur les arguments que l'on peut opposer à ceux qui sont contre. Parce qu'on entend souvent beaucoup des gens qui disent « je suis contre parce que », eh bien il faut pouvoir répondre et finalement déconstruire des arguments qui sont souvent fondés sur l'ignorance. L'empire des hygiénistes, vivre aux colonies, pour vous, chez Fayard en 2014, ça parle de quoi? Alors comme son titre l'indique, il s'agit principalement d'une étude consacrée aux hygiénistes, c'est-à-dire aux médecins spécialisés en matière d'hygiène et de médecine coloniale, qui ont joué un rôle très important dès lors qu'il s'agissait de passer de la phase de la conquête à la phase de la colonisation et dès lors qu'il s'agissait de faire en sorte qu'un nombre très important de métropolitains résident effectivement dans les colonies. Il fallait leur assurer des conditions d'hygiène, des conditions sanitaires, des conditions de vie compatibles avec leur séjour. D'où cette étude qui montre par ailleurs aussi que, contrairement à un certain discours apologétique de la colonisation française, la médecine coloniale dans les colonies a été d'emblée et très vite une médecine ségrégée, avec d'un côté des hôpitaux coloniaux pour les Européens et les Français métropolitains en particulier, et de l'autre des hôpitaux pour les indigènes, où ceux-ci disposaient de standards sanitaires très inférieurs à ceux des Blancs, pour le dire en ces termes. Des conférences très intéressantes à suivre absolument dès ce soir. Donc ça se passera où ce soir? Vous êtes au courant ou pas? Alors ce soir, oui, à 19h à l'université. Exact. Et puis demain, à Kourou, effectivement, autre conférence, avec aussi le spectacle de Maëlys Beaufartigue, la mise en procès. Donc mise en procès, c'est un spectacle autour du code noir, du code de l'indigénat, du code des étrangers, et après, conférence sur ces questions coloniales. Alors, la conférence pour ce soir et demain, dites-nous, vous allez développer quoi comme thématique? En ce qui me concerne, je vais rappeler effectivement qu'après l'abolition de 1848, d'autres formes particulièrement terribles d'exploitation coloniale ont existé, subsisté pendant très longtemps, faut-il le rappeler, qu'en ce qui concerne l'esclavage de case et le travail forcé n'a été aboli dans les colonies qu'à la suite d'une prise de position et d'une mobilisation très importante de Houphouët-Boigny en 1946 seulement. D'accord, très bien. Et vous? Alors je parlerai de la question des réparations, parce qu'une fois qu'on constate que l'esclavage a été ce qu'il a été et qu'il a duré même au-delà de ce qu'on croit d'habitude, eh bien ça légitime évidemment les demandes de réparation. Donc j'expliquerai où on en est en France et dans le monde. On fera le point sur les dossiers en cours. Voilà pour ce programme riche proposé par le Conseil général, cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage pour ce 10 juin. Donc demain, accueil des marcheurs au sentier Vidal. On en avait parlé la semaine dernière. Là, ça y est, c'est demain à partir de 8h. Retenez simplement ces horaires, 10h30
Eh bien, ils sont devant nous, c'est Olivier Lecourt Grand-Maison donc, qui fera effectivement donc, une allocution, Louis-Georges Tin également aux alentours de 10h30. Et puis s'il faut retenir également aussi à 14h30 la conférence débat « Les héros de la résistance à l'esclavage » par Lydie Choukoutou, entrée du Sentier Vidal. Et puis le début du parcours mémoriel à la recherche de nos héros, histoire de l'esclavage en Guyane et les héros de la résistance. Ça sera toujours au Sentier Vidal. Il y aura une animation musicale juste après. Voilà donc ce qu'il faut retenir de cette commémoration, je rappelle, de l'abolition de l'esclavage. Pour demain, 10 juin, ça commence à 8h avec cette marche au Sentier Vidal. Bravo donc pour cette belle manifestation organisée par le Conseil général. Et puis, pour nos deux invités, rendez-vous tout de suite là. Ça se passe donc au campus. Exactement. Donc allez-y, nombreux, ça sera très intéressant. Olivier Lecourt Grand-Maison, Louis-Georges Tin, merci d'être venu sur notre plateau ce soir. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner rendez-vous demain. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Lac et Zod présenté par Dominique Nugent. Excellente soirée sur ATG, à demain.